Les 7 branches du chandelier, pardon, les 7 tentacules de la pieuvre. Attention, qui que vous soyez, attention, cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences. Sans blague! Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza? Mais vous savez que vous commencez à m'énerver avec vos questions. Bah oui, mais- Est-ce que je vous en pose des questions, ouais? Ceux qui s'intéressent au libéralisme ne seront pas étonnés par les 2 points suivants. 1. C'est le système de la guerre de tous contre tous. Et 2. C'est un système hypocrite qui camoufle ceux qui en sont les véritables dirigeants et bénéficiaires. Dans ce cadre, chers auditeurs de RFM, la judiciarisation de la sphère politique ne doit rien au hasard. Et les procédures en disent long sur les rapports de force à l'œuvre. Non, vous n'êtes pas en train d'écouter On s'embrasse et on oublie, mais bien en train d'écouter Only Hebdo, 11e du nom, et c'est parti. Internet, c'est avant tout la liberté de création, liberté d'expression, mais pas que. Tout ce qui est illicite, tout ce qui est illégal, tout ce qui est infraction, qui est reconnu dans l'espace physique, doit l'être également dans l'espace d'Internet. Ce qui pose le plus problème en ligne, en fait, c'est l'anonymat. N'importe qui peut poster, insulter, diffamer, caché derrière son écran. Heureusement, depuis peu, des outils existent pour tenter d'endiguer le phénomène. La plateforme Pharos, c'est l'adresse internet que vous trouvez facilement en disant signalement.internet.gouv, qui est la plateforme qui permet à la police et à la justice de se saisir de toutes les insultes racistes qui peuvent exister sur Internet. Il y a aussi la diffusion de vidéos violentes ou incitant à la haine, le plus souvent relayées sur des plateformes telles que YouTube, Twitter ou encore Facebook. Il faut avoir un discours assez ferme avec ces plateformes qui sont, rappelons-le, des sites commerciaux. Donc effectivement, un des arguments qui peut porter à leur encontre, c'est le fait qu'un certain nombre d'annonceurs peuvent effectivement commencer à trouver problématique de voir leur promotion, leur communication associée à ces messages. Et donc effectivement, c'est un poids supplémentaire qui peut jouer auprès de ces plateformes commerciales. Internet n'est pas pour autant une zone de non-droit. L'injure raciste, par exemple, c'est 6 mois de prison et 22 500 € d'amende maximum. Encore faut-il pincer les coupables. Alors, cette semaine, plus précisément jeudi 28 novembre 2019, 3 informations d'ordre juridique sont tombées coup sur coup. 6 mois de prison avec sursis requis contre Alain Soral pour avoir diffusé une photo de lui faisant une quenelle devant le TGI de Colmar. 9 000 € d'amende de condamnation pour Dieudonné pour sa chanson C'est mon Shoah, dont on vous met un petit extrait. C'est mon Shoah, c'est mon Shoah, moi. Shoah, 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 bla 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 bla. C'est mon Shoah, c'est mon Shoah, moi. Shoah, 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 bla 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 bla. Et 4 ans de prison, dont 2 fermes, requis contre Frédéric Chatillon, et 500 000 € d'amende contre le Rassemblement national. Alors, monsieur Corias, on a en face de nous un véritable tir groupé. Qu'est-ce que ça vous évoque ? Déjà, la simultanéité des événements, alors évidemment, on peut pas incriminer la justice, puisque chaque affaire suit son cours de manière assez lente en général, mais là, pour le coup, c'est très accéléré pour ce qui concerne justement Soral, Dieudonné et le RN. La justice devait suivre son cours, et soudain, c'est arrivé, fin novembre, tout le monde en a pris pour son grade, avec des réquisitions totalement délirantes par rapport, je dirais, ce qui est raisonnable en affaires, ou dans ces affaires, puisque par exemple, je crois que vous avez oublié de signaler que Dieudonné a été condamné, enfin en tout cas, il a pris 40 000 € d'amende, je crois, pour le fameux spectacle qui avait eu lieu à Châtillon, à ne pas confondre avec Frédéric Chatillon, donc la ville de Châtillon, la salle étant déclarée plus ou moins dangereuse ou insalubre par les autorités, et donc là-dessus, il a pris 40 000 €. Donc rien que ça, quand on connaît l'état des salles, l'insalubrité, la dangerosité de nombreuses petites salles de spectacles, de concerts en France. J'ai moi-même été voir un talk show il n'y a pas longtemps dans une salle où s'il y a un incendie, il y a à peu près 150 morts en 10 minutes. Et donc là, soudain, ça tombe sur Dieudonné. Donc on voit bien qu'il y a une orientation de la justice et des ordres peut-être venus d'en haut pour surqualifier les crimes de tous ces impétrants et augmenter les réquisitions jusqu'au délire.
Moi, quand j'ai vu les réquisitions, par exemple, pour les affaires du RN, qui ressemblent en tout point aux affaires de tous les autres partis qui ont utilisé, par exemple, à l'Union européenne, des assistants, etc., et qu'ils ont payé avec l'argent en mélangeant le national et l'européen, etc. Donc tout ça, évidemment, se fait dire qu'on est dans un macartisme et une persécution judiciaire permanente qui a augmenté d'un cran. Là, je pense qu'on est passé à un cran supérieur. Alors pourquoi? Est-ce que le système a peur, soudain, en arrivant au municipal, que le grand public soit toujours tenté par les idées nationales ou les idées de Soral et Dieudonné? Peut-être qu'il y a quelque chose de cet ordre. Moi, j'ai pas d'informations dessus, mais je constate que la pression augmente encore d'un cran. Alors, je ne l'ai pas cité parce que je me suis focalisé dans l'introduction sur le jeudi, mais mercredi 27 novembre 2019, les éditions Contre-Culture ont appris que la LICRA demandait l'interdiction également de Combat pour Berlin de Joseph Goebbels. Alors, un livre qui est quand même publié chez d'autres éditeurs et qui est aussi étudié dans les écoles de guerre. Enfin, voilà, quelque chose de finalement de subversif, mais d'assez classique. Un livre historique, hein. Et d'abord, je vous prierai de prononcer Joseph Goebbels et pas Joseph. Mais bon, c'est à la française, vous avez le droit. Oui, mais là, pour le coup, ça fait 4 à 5 affaires qui tombent quasiment en même temps. Et là, s'il n'y a pas d'agenda, alors les coïncidences sont assez incroyables. Et de toute façon, les persécutions, on l'a vu avec le niveau de violence qui est tombé sur les gilets jaunes, je dis ça sans rire, que la justice, entre guillemets, aurait tort de se gêner d'augmenter la répression sur soit les dissidents, les résistants, on les appelle comme on veut, en tout cas tous ceux qui ne pensent pas selon la pensée dominante ou le parti unique au pouvoir. Donc on peut imaginer un agenda sans être complotiste, hein, et pour ça recevoir les foudres de Tristan Mendès France et Rudi Reichstadt, mais les faits nous obligent évidemment à considérer ce genre de position. On a l'impression qu'on n'est plus du tout dans quelque chose d'ordre symbolique, mais là c'est vrai qu'on a effectivement un agenda, une sorte de manipulation, d'ingénierie, il y a quand même un message qui est lancé, donc abattre tout ce qui représente la résistance nationale antisioniste, on va dire. Et c'est vrai que le procès du FN-RN est quand même emblématique à cet égard, puisque là on voit vraiment qu'il y a une volonté d'empêcher le RN de postuler à l'élection présidentielle de 2022. Il y a vraiment une dynamique. On veut le tuer avant l'élection pour peut-être, possiblement, laisser la place à un candidat plus national-sioniste. Je ne sais pas si on pense à Marion Maréchal ou à d'autres, mais on a l'impression qu'il y a quand même cette stratégie à l'œuvre. Oui, c'est le parti de Marine Le Pen qui reçoit, alors que le conseiller numéro 1 de Marion Maréchal, lui, a le vent en poupe dans les médias, même si il crée du conflit et de la résistance parmi les gauchistes des médias, eh bien, il est quand même omniprésent et c'est vraiment la parole nationale sioniste qui est mise en avant. J'ai lu, moi, l'article du Monde qui détaille les réquisitions justement dans l'affaire Riwal, Châtillon, Marine Le Pen, RN et compagnie. On a vraiment l'impression, hein, je me suis dit, on dirait un collabo qui vient chercher son enveloppe à la commandantour et qui se délecte de savoir que ceux qui l'a dénoncé vont prendre leur balle, quoi. Et or, quand on connaît l'histoire de la corruption des partis politiques, notamment le PS des années 80 ou le RPR des années 90, on est étonné de voir une telle violence réquisitoire, alors que les sommes étaient quasiment je dirais presque 100 fois ou 1000 fois supérieures dans le cas du PS et du RPR. Et en plus, il y a eu des morts. Il y avait des morts, il y a eu des disparitions, il y a eu des assassinats. Je pense à Robert Boulin, hein, un homme du RPR qui devait éventuellement devenir Premier ministre de Giscard et puis qui a disparu dans un étang au petit matin. Voilà, donc tout ça nous fait dire que oui, il y a une attaque du système. Alors qui décide de ça? Est-ce que c'est Macron? C'est pas certain, même s'il a intérêt à voir freiner l'élan national en France, puisque je crois que le RN vise une 60aine de villes, hein, en mars 2020 pour les municipales. Alors vous parlez déjà de la présidentielle, c'est possible, mais pour l'instant, on sait tous qu'il n'y a pas de candidat qui se dégage, et surtout Marion Maréchal n'a pas dit oui, et elle
paraît peut-être un peu frêle pour le job. Alors c'est vrai que Marine Le Pen, elle, a accusé le clan Macron d'être à la manœuvre, mais quand on réfléchit, et effectivement il y aurait un intérêt, mais quand on réfléchit politiquement, on voit que la dynamique nationale-sioniste a besoin de disqualifier le FN pour le FNRN pour occuper l'espace à sa place, l'espace Oui. politique. C'est en fait la persécution s'exerce sur la partie historique du FN, c'est-à-dire ou du RN, la partie non sioniste ou qui est restée authentiquement nationale et qui est représentée, pour ceux qui connaissent un peu l'organigramme, par Frédéric Chatillon. Et c'est pour ça que il a pris, je crois, en réquisition 2 ans ferme et 2 ans avec sursis, donc 4 ans de prison. Oui, et ce qui est 200 assez 000 euros. délirant. Et 200 000 euros d'amende. Voilà, donc là, on est vraiment, on n'est même pas dans la persécution, on est dans le délire judiciaire. Et ce qui est étonnant, c'est que justement, sous l'influence et sous la patte de Marine Le Pen, qui avait battu Gollnisch il y a quelques années pour prendre la tête du mouvement, avec l'assentiment de son père au départ, eh bien, ce FN était déjà bien soumis à la tendance nationale-sioniste. On l'a vu avec l'adjonction, même s'il n'en fait pas partie, des Ménards ou de l'avocat marseillais Collard, maître Collard, etc. On a vu que la tendance nationale-sioniste a été mise en avant, et justement c'est là où Jean-Marie Le Pen s'est insurgé un peu contre cette pénétration. Malheureusement, il a été mis en dehors du mouvement, définitivement. Et le parti continue à être frappé financièrement, frappé judiciairement, comme si, de toute façon, il n'y avait pas de pardon, comme si les efforts de Marine Le Pen en direction de la communauté organisée n'avaient servi à rien. Et c'est là qu'on se dit que peut-être, il y a quelques années, soit avec un Gollnisch, ou même avec une Marine Le Pen plus résistante, le parti aurait eu plus d'influence et de pouvoir de nuisance, puisque le pouvoir est avant tout un pouvoir de nuisance. Et là, aujourd'hui, c'est la partie non nationale sioniste qui est visée, et évidemment, derrière, on peut imaginer toutes les ingénieries possibles avec un futur ou une future représentante du national-sionisme. Pour l'instant, on ne le voit pas dans le parti. Peut-être qu'il est en dehors du parti, mais c'est tout le problème des ingénieurs sociaux qui mettent à la place de Marine Le Pen pour contrôler complètement le mouvement national en France, qui visiblement ne l'est pas complètement. Oui, tout à fait. En tout cas, c'est la critique soralienne qu'on adresse au Rassemblement national. C'est à force de se mettre à la remorque du national-sionisme, ils ne finiront qu'à en être les idiots utiles, encore une fois, et ce ne seront pas eux qui passeront à la caisse. Et ils passeront à la casse, comme vous dites. Ils passeront à la casse. Oui, comme les Harkis en Algérie. Moi, je ne prends pas position ni pour ni contre les uns ou les autres, les Français, les Algériens, les Harkis, mais tous les supplétifs finissent mal, forcément. Donc ceux qui aujourd'hui se prêtent à ce changement de paradigme ou cette dévitalisation du mouvement réellement national en France finiront de toute façon dans les poubelles de l'histoire ou sur la touche. Et on se demande d'ailleurs si ces gens ont un peu de sens historique, des connaissances historiques, parce que c'est écrit. C'est écrit, et malheureusement, peut-être l'appétit de pouvoir ou le fait de toucher les 3 deniers de Judas, suffit à les faire basculer dans une espèce de traîtrise nationale. Mais ce sont toujours les mêmes qui vont gagner, sauf que les conditions sont devenues plus difficiles. Aujourd'hui, un pouvoir sioniste en France, on a vu le socialo-sionisme s'est cassé la gueule, hein, le PS ne pèse plus rien, il a été vidé de sa substance, et il a été utilisé lui aussi par le sionisme. Mais le sionisme l'a vidé, dévitalisé, il n'en reste plus rien. Ils sont à 4, 5, 6% dans les élections, et il est tout à fait possible qu'il arrive la même chose à la droite classique, elle qui a toujours été plus ou moins sionisée, et maintenant au mouvement national. Et on dirait que cette espèce de manipulation finit par détruire les partis politiques un par un. De vampirisation. Une vampirisation, ouais, c'est ça. Monsieur Corrias, vous vouliez peut-être, je crois, nous exposer différents courants, différentes branches de la persécution. Alors là, depuis tout à l'heure, on a parlé de la persécution judiciaire, elle devient très évidente pour tout le monde, on ne peut pas l'ignorer. Et en réalité, nous, on le sait à notre corps défendant, puisque la persécution, en général, elle a plusieurs, j'allais dire tentacules, mais je crois que c'est un mot interdit, parce que tentacule renvoie à pieuvre, et pieuvre renvoie à des choses un petit peu noires, des temps anciens et obscurs. Donc je dirais qu'en fait, il y a
il n'y a pas seulement l'arme juridique, on l'a vu, elle est employée de plus en plus, même si elle est à double tranchant, parce que trop employée, elle peut se retourner contre les bastonneurs. Et il y a l'arme économique. Nous, on est sujet à une pression et un étranglement économique permanent. On l'a vu, on y reviendra peut-être avec toute l'action de Tristan Mendès France. Il y a l'arme politique, et l'arme politique, c'est quoi? Ce sont les associations qui en réalité sont cachées derrière soit le gouvernement, soit les ministères, je pense à l'intérieur en premier, la LICRA, le CRIF qui donnent le là, qui donnent le ton, et qui ont toujours manipulé les premiers ministres de façon à ce qu'ils aient une politique de répression de plus en plus féroce contre nous et contre le camp national en général, mais surtout nous, parce qu'on en représente, je crois, la pointe difficile à maîtriser. Et il y a l'arme aussi policière, on l'a vu avec les gilets jaunes. Nous, on ne s'est pas encore tabassé dessus, mais les menaces physiques existent. C'est pas pour rien qu'Alain Soral, un garde du corps, et que les conférences d'EER sont bien sécurisées. Il y a l'arme informatique. Nos informaticiens savent que tous les jours on est attaqué. Le site est attaqué en permanence. On arrive à surnager. Parfois, les gens peuvent pas se connecter pendant quelques minutes, mais la pression est permanente, il n'y a pas un moment où il n'y a pas une tentative d'attaque. Il y a une arme médiatique. L'arme médiatique, c'est quoi? C'est le micro, tout simplement, qui nous est coupé, fermé en permanence. On n'a pas le droit de se défendre. Par contre, les procès sont légion. Dans quasiment toutes les émissions de flux politico-médiatiques, on parle de nous, évidemment en mal, de Dieudonné ou de Soral, ou du mouvement ER. On est le repoussoir absolu, mais toujours pas d'invitation à notre propre procès. Voilà. Donc blackout en plus sur nos infos, pas de reprise alors qu'il y a des informations de qualité qui paraissent sur le site. Et puis, je dirais en dernier lieu, l'arme psychologique ou l'arme éducative qui consiste, on l'a vu, par exemple à l'éducation nationale, à enseigner aux enfants à ne pas aller sur le site, à ne pas rire de Dieudonné, ce qui va être difficile. Et l'arme psychologique, c'est tout simplement la terreur, c'est-à-dire dire que ceux qui ont la propagande entre les mains sont le bien et nous, tout simplement, le mal. Après, il faut le démontrer. Et puis, il est difficile aujourd'hui à des jeunes générations de faire prendre des vessies pour des lanternes. Et c'est ça un peu ce qui me rend optimiste, hein, comme toujours. Et puis une dernière chose, j'ai vu un tableau aujourd'hui sur un site de statistiques, un site uniquement de tableaux qui montrait que 2019 était une année historique puisque la consommation d'Internet venait de croiser la courbe et la dépasser de la consommation de télé. Et ça a un vrai sens, puisque on sait bien que l'Internet n'est quand même pas le repère de la propagande, même si elle essaye de s'y implanter en force, et surtout avec là aussi de la répression informatique, politique, médiatique, comme on veut. Et du coup, je crois que les enfants, les jeunes, les gens, les Français en général passent, je crois, 174 minutes par jour, presque 3 heures sur le net, et ça a dépassé la télévision. C'est-à-dire que la télévision va décroître. C'est-à-dire que la propagande massive qui passait par la télé, qui a forgé bien des esprits à ce qu'on sait, au catéchisme dominant, eh bien, ça va péricliter. On le sait, ça prend du temps, mais il est certain que ce ne sont pas nos quelques apprentis sorciers ou ingénieurs sociaux qui vont pouvoir inverser cette tendance et faire croire aux jeunes que Dieudonné n'est pas drôle ou que Soral n'est pas intelligent. D'où cette volonté de coercition à notre rencontre, notamment quand on sait l'impact qu'on peut avoir sur ce nouveau média qui est Internet. Donc vous nous avez proposé, si je compte bien, 7 armes de la répression. Donc je les récapitule. Juridique, économique, politique, policière, informatique, médiatique et psychologico-éducative, on va dire. C'est ça, oui. Les 7 branches du chandelier, les 7 tentacules de la pieuvre. C'est une image, hein, c'est pour... Les 7 salopards. Les 7 salopards, les 7 nains. Alors effectivement, vous avez cité Tristan Mendès France. Écoutez, comme il s'intéresse beaucoup à nous, on va parler de lui dans l'émission. C'est vrai que cette volonté coercitive, cette volonté de répression à notre encontre, à l'encontre de ce qu'on peut représenter, rentre en résonance avec le portrait de Tristan Mendès France qu'on a publié cette semaine sur le site ER. Tristan Mendès France, qui est un militant de longue date contre la haine antisémite, puisque déjà dès les années 90, il œuvrait
autant que faire se peut, contre notamment Radio Courtoisie à l'époque, contre le Front National de Jean-Marie Le Pen, même si c'était à un moindre niveau. Mais depuis quelques temps, depuis quelques semaines, depuis quelques mois, Tristan Mendes France est de plus en plus présent dans les médias mainstream dominants. On le voit chez France Culture, on le voit à France Inter, et il éructe et il déblatère et il s'en prend vertement et ouvertement à Égalité et Réconciliation. Donc nous sommes visés, puisque le but très 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 profond de Tristan Mendes France est littéralement d'assécher je le cite, d'assécher la haine en ligne, c'est-à-dire de détruire l'écosystème des sites qu'il va qualifier lui d'extrême droite antisémite. Alors est-ce que Tristan Mendes France a de beaux jours devant lui, d'après vous, Monsieur Corias? Oui, alors déjà je dois dire qu'il est apparu en 2016, personne ne le connaissait, il s'exprimait pas très bien. On l'a vu parce que les émissions de radio sont filmées en train de lire péniblement des notes, donc il n'est pas très à l'aise à l'oral. Je dirais pas que c'est un esprit très brillant, mais dans le portrait qui a été fait de lui, on constate que s'il n'est pas brillant personnellement, son réseau, lui, est surpuissant. C'est-à-dire qu'une personnalité plutôt médiocre et terne arrive à avoir un vrai pouvoir de nuisance. Et effectivement, on voit qu'il agite des leviers assez incroyables, et ça va très loin, il a le bras très très long, et ça fait un peu un contraste quand on l'écoute et quand il balance ces espèces de théories de la répression. Je me rappelle qu'il avait dit à Alexandra Ben Saïd sur France Inter, quand elle lui demandait comment est-ce qu'on peut arrêter la haine, la théorie du complot et toutes ces conneries-là, il avait dit « La justice est évidemment l'arme naturelle contre ce genre de dérive ». Alors évidemment, nous on n'est pas d'accord, mais on voit qu'il n'a qu'un vocabulaire, il a des éléments de langage de répression absolue dans la bouche. Alors on ne sait pas de quel côté est la haine, parce que nous on lui a rien fait personnellement, mais il s'en prend à nous quasiment du matin au soir. Et ce type donc est arrivé en 2016, on y reviendra peut-être, à l'occasion, quasiment, je crois, le surlendemain de l'élection de Donald Trump. Il a été invité comme si c'était, je m'en suis rendu compte aujourd'hui en faisant des recherches, comme si c'était une urgence. Comme s'il fallait que quelque chose soit remis droit et que les gens, les Français, ne fassent pas la bêtise de voter pour un équivalent de Trump, éventuellement, c'était en 2016, donc en 2017. Voilà, et donc lui ne prône que la répression, c'est-à-dire, on a parlé tout à l'heure des 7 branches de la répression, lui c'est à peu près tout, c'est à la fois financier, politique, médiatique. Je pense que si on était tous reliés à une prise de courant, il nous mettrait le maximum de jus dans le corps. Donc ça irait jusque-là, quoi. C'est-à-dire que c'est pas loin de l'appel au meurtre, puisque c'est ce qu'on appelle un meurtre économique, ce que lui pratique et ce qu'il prône. C'est du meurtre économique. Il veut nous pousser, il veut nous pousser dans la clandestinité. Oui, et qui dit clandestinité dit, un peu comme les communistes dans les années 30, dit action clandestine, dit terrorisme réel. Alors, moi, je dis pas qu'on va faire ça, mais c'est une autre paire de manches, parce que si lui peut régner sur son réseau et dans quelques médias soumis, comme France Inter ou France Culture, c'est pas sûr que dans la rue, il fasse la loi. Et c'est bien le problème, on l'a vu avec les Gilets jaunes, surtout quand ils se sont heurtés aux policiers devant les lieux de pouvoir réels. Eh bien, c'est pas gagné de faire passer ce pouvoir oligarchique, de le faire passer, de l'imposer dans la rue. Et aujourd'hui, les batailles commencent à avoir lieu dans les rues. On va le voir peut-être avec le 5 décembre. Ça risque d'être chaud là aussi, parce que tout le monde y va. Alors Tristan Mendes France, effectivement, il vient d'une grande famille, de la grande bourgeoisie ultra-communautaire, qu'on pourrait appeler une oligarchie, mais une oligarchie quand même de gauche, une oligarchie de gauche qui combat la haine. Alors c'est quand même la famille Mendes France, évidemment, mais c'est aussi beaucoup de liens avec la famille Trigano, qui règne notamment sur le tourisme de masse. Il y a le Club Med, les camping-cars, etc. Un gros business. Il est en lien avec la famille Prazan, qui est dans le milieu de l'art, des marchands d'art, des collectionneurs. Il a un lien étonnant avec la famille Fanon, de Frantz Fanon, mais finalement pas si étonnant que ça. Lié à la famille Sicurel, à la famille Servan-Schreiber, quand même pareil, très puissante, très influente dans le monde de l'opinion. Dans le monde de la presse, puisqu'elle a importé
en premier le libéralisme américain dans la presse française. Bien sûr, elle s'était mise littéralement au service d'ailleurs de Mendes France, du candidat Mendes France à l'époque. Et puis quand on creuse effectivement les réseaux à l'œuvre et qu'on remonte, on tombe toujours sur des financements qui viennent de la famille Rothschild, d'une manière ou d'une autre, via des fondations, les fondations pour la mémoire de la Shoah, les fondations pour le 11 janvier 2015 par rapport à l'affaire Charlie, aux attentats. Et puis des liens officiels avec l'État via la DILCRA, cet organisme lancé par Manuel Valls à l'époque. Et organisme de répression quand même, de répression de la liberté d'expression et organisme néoconservateur quasiment. Donc. C'est marrant parce que ces personnages sont les passerelles, justement, vous l'avez dit, entre l'État et les forces occultes, c'est-à-dire les réseaux de pouvoir. Et du coup, on voit que l'État suit les demandes, voire les exigences de ces, non pas associations, mais réseaux de pouvoir, qui n'ont évidemment rien d'élu et de légitime en République. Et je pense à Jacques Attali, qui lui, depuis plus de 40 ans maintenant, a été le lien entre, effectivement, le lobby sioniste français et puis toute la politique de gauche mitterrandienne. Et il a été très proche de Mitterrand, ça a été son Sherpa. Et là, on voit on a un Tristan Mendès France. Et quand on lit l'article que vous avez mis en ligne, il est incroyable. On voit vraiment toutes ces forces qui convergent et qui se concentrent en un seul homme, qui a un pouvoir incommensurable. Il y a même une photo qui est très étonnante où on le voit très à l'aise à côté de François Hollande et on ne sait pas qui est presque le président. Tellement lui a l'air cool et le président a l'air empressé et soumis sur la photo. Alors Tristan Mendès France, il fait pression sur l'État, effectivement, mais il fait pression aussi sur des grands groupes. Il n'a pas de complexe, donc il fait pression sur la FNAC, il fait pression sur Amazon, sur des fournisseurs informatiques. Tout ça pour évidemment tarir, comme il le dit, l'écosystème des associations comme la nôtre, notamment. Et Tristan Mendès France, avec sa dernière plateforme Stop Hate Money, donc littéralement tuer l'argent de la haine. Ou tuer la haine de l'argent, on ne sait pas vraiment. Et ça est très très en lien et très influencé avec les Sleeping Giants. Les Sleeping Giants sont finalement à peu près... ce sont les mêmes structures, mais version américaine, et qui se sont, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, réveillés à l'heure de l'élection de Donald Trump. La fameuse élection surprise. D'ailleurs, là, je retombe sur le moment où Sonia De Villers a invité Tristan Mendès France, c'était le lendemain. Le lendemain de l'élection de Trump, le 10, elle invitait donc le petit-fils Mendès France. Comme quoi, il y avait urgence en haut lieu. Tristan Mendès France a été invité chez Sonia De Villers, donc en urgence, ce fameux 10 novembre 2016. Mais il a été aussi invité chez Alexandra Ben Saïd, qui a une émission sur France Inter. Et moi, je vous lis l'échange, je l'ai conservé. Et il est question effectivement de punir ou d'essayer de contrer la haine sur Internet. Et voilà ce qu'elle dit. Est-ce que les Allemands qui réfléchissent, eux, à des sanctions financières très très lourdes, jusqu'à un demi-million d'euros pour des sites qui ne feront pas la police, donc sous-entendu la police de la haine, est-ce que les Allemands ont raison? Est-ce que c'est comme ça qu'on peut faire bouger les réseaux? Alors, on ne parle pas des réseaux occultes, on parle bien des réseaux sociaux. Réponse de Tristan Mendès France, on peut toujours attaquer en justice. La justice est évidemment l'arme naturelle contre ce genre de dérive. Et Alexandra Ben Saïd lui demande « Et la diffamation ?» Lui répond « C'est la voie à suivre. Encore une fois, il faut voir si derrière ça a un impact sur cette population qui relaye des fois sans le savoir des fausses informations. » Et voilà en fait tout le problème pour ces gens-là. C'est cette fameuse haine dont ils parlent tout le temps. Alors pour moi, la haine, c'est pas de donner des informations intéressantes comme sur le site de ER, de travailler avec des gens très pointus dans leur domaine, du niveau universitaire. La haine, c'est plutôt par exemple tirer sur des enfants. Ou avoir une politique d'apartheid, avoir des citoyens de seconde zone. Alors, je ne sais pas dans quel pays ça existe, peut-être l'Afrique du Sud, peut-être Israël. Afrique du Sud, non, ça s'est terminé, alors il reste peut-être Israël. Et donc tous ces gens-là qui sont quand même affiliés d'une façon ou d'une autre à Israël, c'est très étonnant qu'ils utilisent la haine, alors que là-bas on la voit à ciel ouvert. Et ici la haine, c'est un autre concept. Et comme dirait l'autre, l'antisémite serait plutôt celui que les juifs n'aiment pas plutôt que celui qui n'aime pas les juifs, parce qu'ici on ne voit pas trop de haine. Donc il serait bien souvent, et même régulièrement, de rappeler
que ce terme de haine qui a été utilisé et pris et presque déposé par ces réseaux-là, dont Tristan Mendès France est aujourd'hui la pointe, eh bien, ce terme de haine, dès qu'on gratte un petit peu, on voit que c'est une véritable inversion accusatoire. J'ai un topo de Roland Jahn, qui est un dissident est-allemand, et qui disait une chose intéressante en 1989, parce on a parlé de la répression et surtout de la partie un peu éducative ou psychologique qui consiste à instiller de la terreur dans le peuple et puis dans ses représentants naturels. Et ce dissident allemand disait, au moment où tous les Est-Allemands étaient descendus dans la rue pour mettre un terme un peu à leur totalitarisme, il dit « Il était très important que certains montrent la voie, relèvent la tête, descendent dans la rue et disent « La démocratie, c'est maintenant ou jamais ». Ce n'est qu'à partir de cet instant que les gens ont vu qu'il se passait quelque chose, ils ont surmonté leur peur et manifesté jusqu'à ce que la révolution pacifique soit un succès. C'est ce qui a été décisif pour la RDA, le fait que les citoyens descendent sans crainte dans la rue. Quand on réussit à surmonter sa peur, c'est la fin de la dictature. Et c'est ce qui s'est passé en 1989. Eh bien, ce serait bien que ça se passe en France aussi, ce genre de choses, que les gens surmontent leur peur et que, au lieu de se faire embastiller ou attaquer les uns après les autres, tous ceux qui mouftent un peu dans les médias, se disent non ensemble ou disent merde et qu'on arrête de se faire terroriser entre guillemets par des Tristan Mendès France qui ne pèsent rien parce que c'est des gens en fait qui tiennent effectivement des réseaux de pouvoir avec de l'argent, des médias, etc. Mais en réalité, c'est rien d'un point de vue démographique et ça ne pèse rien. Et comme toujours, le pouvoir de ces gens est équivalent à la peur qu'ils inspirent à un peuple entier. Et cette peur est juste aujourd'hui devenue délirante. Ce macartisme, il va se terminer comme le macartisme américain qui a mis 2 ans. Alors nous, ça traîne un petit peu, parce que les Français sont un peuple très tolérant, et même tolérant avec leurs maîtres. Et à un moment donné, ça peut casser. Eh bien, on va se quitter là-dessus, colonel. Au revoir. Chers auditeurs, Tristan Mendès France a été mandaté, dépêché pour nous nuire, pour vous empêcher de nous soutenir, notamment via les financements participatifs. Mais nous avons été dépêchés et mandatés pour vous réinformer et pour nettoyer l'info. Donc, nous allons continuer. Nous passons un petit coucou à Tristan et puis aussi à Rudy. Rudy Reichstag, dont on n'a pas beaucoup parlé, mais on lui fait un petit coucou aussi. Ah merde, Rudy, en plus, depuis que Tristan est un peu la star de la répression, Rudy, il a un peu disparu, et puis il nous paraît presque gentil à côté de Tristan et toutes les puissances qu'il représente. Et donc on fait un petit coucou effectivement à Rudy, en espérant qu'il va pas mal prendre la montée en puissance de son camarade, qui lui a des arguments sonnants et trébuchants. Rudy ne faisait que nous morigéner, alors que l'autre, vraiment, il veut couper le robinet Afrique. C'est autre chose, c'est un autre niveau quand même. Ça parle d'argent tout le temps, et apparemment, c'est très important. Bon, face à l'adversité, nous résistons comme à notre habitude, et nous vous donnons rendez-vous, évidemment, la semaine prochaine. Nous serons là, avec une autre thématique, un autre sujet. Bonne semaine à tous.